Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'était il y a 35 ans, le 3 avril 1990, l'avortement était partiellement dépénalisé en Belgique. La loi dite l'allemand Mikkelsen, du nom des deux parlementaires qui ont bataillé pour la faire adopter. Cette loi est le fruit d'un compromis politique. Les conditions sont strictes, mais ça permet enfin aux femmes ainsi qu'aux soignants qui pratiquent l'avortement de sortir de la clandestinité. 35 ans plus tard, la loi a peu évolué et sur le terrain, l'avortement reste tabou pour beaucoup de femmes. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Sylvie Losberg, vous êtes directrice du département études et stratégies du Centre d'action laïque. Vous êtes également coprésidente de la Commission nationale d'évaluation des interruptions de grossesse. Et Maverick Dufrane, vous êtes médecin généraliste. Vous travaillez notamment dans des centres de planning familial où vous pratiquez l'avortement. Et vous êtes par ailleurs maître d'enseignement au Centre universitaire de médecine générale de l'ULB. Alors, avant de parler de la situation actuelle, on va se replonger dans les années 90, dans le contexte de 1990, avec un extrait du documentaire Le corps du délit. C'est vous qui l'aviez réalisé, Sylvie Losberg, avec Bernard Cheyenne, il y a 10 ans, à l'occasion des 25 ans de la loi. On regarde. Jusqu'en 1990, l'avortement reste un délit inscrit dans le Code pénal depuis 1867. Pas d'avortement, mais pas de contraception non plus. Car la loi édictée en 1923 pour repeupler la Belgique après la guerre interdisait toute publicité pour la contraception. Alors, à la fin des années 60, quelques députés tentent d'agir au Parlement. Rien n'y fait. Au début des années 80, des dizaines de médecins se retrouvent toutes les semaines au banc des accusés du palais de justice de Bruxelles. À leur côté, Willy Peers, dont la voix et le courage ont 10 ans plus tôt rompu le silence et brisé le tabou. Un tabou qui, chaque année, tue ou mutile des milliers de femmes qui avortent clandestinement. Des femmes de tous âges, de toutes conditions, qu'elles soient catholiques ou non. À la fin des années 80, le jeu politique s'est modifié. Les libéraux, alliés traditionnels des chrétiens, se retrouvent dans l'opposition et les socialistes montent au gouvernement dirigé par le CVP Wilfried Martens. En 1986, le socialiste Roger Lallemand et la libérale flamande Luciane Herman Mikkelsens avaient déposé ensemble une proposition de loi au Sénat. L'interruption volontaire de grossesse n'est pas posée comme un droit, ce qu'on appelle l'avortement à la demande, mais comme une solution que le législateur ne juge pas. Le 24 octobre 1989, le Sénat adopte la proposition de loi qui prévoit la dépénalisation partielle de l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. 5 mois plus tard, c'est à la Chambre de voter. Charles-Ferdinand Nothomb est au perchoir et annonce le résultat du vote. 126 voix pour, 69 contre et 12 abstentions. Le projet de loi est adopté dans un silence de plomb. Martens se ronge les ongles et les quelques applaudissements sur les bancs socialistes feraient presque oublier qu'il s'agit d'un vote historique. C'est sans compter sur un événement inattendu, l'interruption volontaire du règne de Baudouin Ier, qui veut faire passer ses convictions personnelles avant son rôle constitutionnel. Bonjour à tous. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de la Belgique qui justifie cette édition spéciale de ce midi. Le roi a décidé de renoncer temporairement à ses pouvoirs constitutionnels afin de ne pas avoir à signer le projet de loi qui libéralise partiellement l'avortement. Ce fut donc une surprise considérable. D'autant plus considérable que dans les milieux chrétiens, il y avait bon nombre de milieux chrétiens qui étaient favorables à une évolution comme le chanoine de Locke, mais bien d'autres. Je crois qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense, ou à mon avis, il y aurait plus de destruction de vie à laisser continuer une telle grossesse. L'Église, c'est pas simplement une autorité masculine, ça devrait être une écoute beaucoup plus grande de ce qui se vit. L'Église, c'est aussi les chrétiens de la base. En dépit de l'action des chrétiens progressistes, la Belgique semble à nouveau totalement divisée sur la question de l'avortement. Car malgré l'évolution des mentalités, pour certains, le devenir d'une grossesse n'appartient à personne, même pas à celle qui la porte. En clair, pour les partis chrétiens, l'avortement reste un crime. Nous sommes totalement opposés à la loi Herman Mikkelsen allemand. Nous avons dit que nous sommes l'opposition éthique du pays. Quoi qu'il en soit, la loi est votée. Elle dépénalise partiellement l'avortement, mais pour la faire accepter, il aura fallu faire plusieurs concessions. Réduire le délai prévu de 15 à 12 semaines, insister sur la nécessité d'un état de détresse et créer une commission d'évaluation pour surveiller l'évolution du nombre annuel d'avortements.
Alors, Sylvie Leusberg, on l'a vu dans cet extrait, la loi de 1990, c'est une loi de compromis. Et ce qu'il s'est passé en 1990 avec l'opposition des partis chrétiens, est-ce que c'est finalement ce qui se passe toujours aujourd'hui quand on veut des évolutions, quand il y a des propositions de loi qui ont été déposées pour faire évoluer la loi? C'est encore cette opposition des partis chrétiens qui bloque? Oui, donc chaque fois qu'un gouvernement veut mettre dans son programme une amélioration de la loi Lallemand-Mikkelsen, le CDNV, qui est donc l'héritier du CVP de l'époque, met son veto. C'est un parti qui est petit en nombre, mais qui vient faire l'appoint pour la formation des gouvernements. Et donc, il conditionne son entrée au gouvernement, c'était le cas à la Vivaldi, et c'était le cas cette fois-ci aussi, au fait qu'on ne touchera pas à la loi. Et au fond, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la situation est encore plus grave, puisque auparavant, c'est un parti qui était assez isolé sur ces questions-là, alors que maintenant, nous avons la NVA, très nationaliste, opposée aussi au droit à l'avortement, et dans le Parlement, nous avons une extrême droite flamande, le Vlaams Belang, évidemment totalement opposée, et qui est beaucoup plus présent qu'auparavant en termes de nombre de députés. Et du coup, ça a un impact aussi sur la question de la culpabilité. On en parle à la fin aussi sur le fait qu'il y a toujours cette culpabilité qui pèse sur le dos des femmes. Oui, je pense qu'il y a deux volets. D'une part, on parle mieux d'avortement aujourd'hui. On le voit vraiment ces dernières années où on met les femmes au cœur du débat. Et en même temps, on voit bien que les femmes restent, je dirais, prises dans cette logique idéologique qui voudrait qu'au fond, elles ont fait une faute et qu'on leur permet de faire ça, mais que elle passe quand même par le petit chat de l'aiguille. Et donc, la stigmatisation de l'avortement, on l'entend chez les femmes, mais elle est aussi inscrite dans la loi, puisque si on ne respecte pas toutes les conditions, il y a des peines d'amende et de prison aussi pour les femmes, pas seulement pour les accueillants et les médecins. Maverick Dufresne, cette culpabilité, le fait que ça reste tabou, vous le ressentez dans chez les femmes que vous rencontrez? Oui, toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Il y a des patientes qui ressentent de la culpabilité. Il y a encore énormément d'idées reçues, notamment sur la fertilité post-avortement. Beaucoup de femmes sont en angoisse totale par rapport à ça. Cette semaine, j'ai avorté une patiente qui, sur la table, était en crise d'angoisse. Et en fait, en creusant, elle était persuadée qu'elle risquait sa vie à faire son IVG. Donc il y a encore des choses comme ça qui circulent, des patientes qui pensent encore ça quand elles viennent faire leur avortement. Et donc forcément, dans un contexte évidemment de culpabilité et de stress et de peur, notamment de ne plus être là pour les enfants qu'elles ont déjà. Donc ça, c'est des choses qu'on voit encore. Et vous me disiez aussi en préparant l'émission que vous ressentiez aussi souvent beaucoup de solitude, des femmes qui n'osaient pas en parler à leur entourage, ni à leur famille, ni à leurs copines. Oui, c'est très fréquent. Donc elles viennent toutes seules, éventuellement avec le compagnon ou une copine. Mais c'est très restreint, c'est pas quelque chose qu'on raconte, c'est pas quelque chose qu'on dit « tiens, j'ai été en planning me faire avorter ». Et comme je leur dis souvent, quand je les sens dans cette solitude, je leur dis « mais je suis sûre que si vous en parliez autour de vous, vous auriez une cousine, une voisine, une copine, peu importe, qui a déjà vécu un avortement, mais qui elle aussi l'a gardé pour elle ». Et donc je trouve ça terrible 35 ans plus tard, puisqu'il y a une loi qui l'autorise, et pour autant les femmes sont toujours assez seules avec cet acte-là, et voilà, moi je trouve ça assez dommage. Avec en plus, vous travaillez vraiment dans deux centres de planning différents, et puis vous avez aussi un cabinet, donc vous avez un cabinet à Boitsfort, avec une population peut-être avec un niveau socio-économique plus élevé. Vous travaillez au centre de planning de Rochefort, population plutôt rurale, au centre de planning de Charleroi, donc une population plus précarisée, et ça se passe partout. Oui, tout à fait, ça se passe partout. L'avortement, ça concerne tous les milieux, tous les niveaux socio-économiques alors les histoires sont quand même pas les mêmes non plus, mais en tout cas toutes les femmes ont recours à l'avortement, en tout cas peuvent avoir recours à l'avortement. Ça ne concerne pas une partie de la population, ça c'est sûr. Alors Sylvie Leusberg, on le disait, je le disais en introduction, vous co-présidez la Commission nationale d'évaluation des IVG. Cette commission, elle est née en fait de la loi de 1990. À quoi elle sert ? Alors au début, donc, elle a été créée par une loi en 1991 pour surveiller le nombre d'avortements. C'est-à-dire qu'on pensait que parce que tout à coup c'était légal, il y allait avoir une explosion du nombre d'avortements. Mais je voudrais quand même rappeler qu'entre 1975 et 1990, les femmes étaient prises en charge en Belgique dans des centres de planning par des médecins qui faisaient de la désobéissance civile et qui pratiquaient l'avortement
de façon médicale, sûre, mais sans toutes les contraintes qui ont été inscrites dans la loi de 90 et qui sont venues limiter, au fond, les possibilités, notamment par rapport au nombre de semaines, puisque on faisait des avortements jusqu'à 14-15 semaines, et avec la loi, c'est devenu 12 semaines, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on a imaginé, enfin c'était surtout les opposants à l'avortement, imaginaient que parce qu'on allait permettre aux femmes de le faire légalement, elles allaient décider de faire plein d'avortements et que les chiffres allaient exploser. Bon, c'est pas du tout le cas, bien sûr. En fait, ce qu'on mesure, c'est le nombre de femmes qui ont recours à l'avortement par rapport au nombre de femmes qui sont en âge de procréer, et on voit que les taux sont toujours les mêmes. Et on oscille entre 17 et 20 000 avortements déclarés par an, et ça ne bouge pas beaucoup. Hein. D'une année sur l'autre, ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas d'évolution notable au niveau, en tout cas, du nombre et même du taux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au fond, comme le disait Maverick, les femmes, elles ont des contraceptions, elles font attention, mais elles ont beaucoup de cycles dans leur vie. Enfin, je veux dire, ça dure longtemps, hein, la période de fertilité, et donc ça arrive qu'il y a un défaut de contraception, une pilule qu'on a mal pris, on a été malade, on n'a pas fait attention, on n'a pas eu le rendez-vous pour le stérilet. Et donc, c'est ça qui provoque finalement que dans le mois qui précède la conception, souvent les femmes sont en défaut de contraception, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne prennent pas de contraception, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on ne demande plus les causes. On ne doit plus demander, depuis la loi de 2018, on ne doit plus demander la cause. Mais j'imagine que les femmes, elles en parlent par exemple avec vous, et que les raisons sont très diverses, et effectivement on doit sortir du cliché de celle qui s'en fout. Oui, parce que ça c'est pas vrai. Sylvie a tout à fait raison, elles ont quasi toutes une contraception, mais il y a eu un échec. C'est pas rare non plus, rendez-vous chez le gynéco 3 semaines après pour un stérilet, sauf qu'entre-temps, voilà, elle tombe enceinte. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi toutes les semaines et tous les jours quand on travaille là-dedans. Et puis... des cas parfois de violence aussi. Il y a des cas de violence. Et alors, toutes les histoires sont clairement singulières. Et j'ai perdu le fil, pardon. Oui, mais et du coup, en tout cas, vous n'avez pas... Mais évidemment, il n'y a pas de jugement, ça c'est certain de votre part, mais on voit que, oui, ça peut être très diversifié, et que ce soit... oui, il y a les violences, j'imagine des femmes qui ont déjà beaucoup d'enfants aussi. Mais c'est ça, parce qu'en effet, on pense toujours que l'avortement, c'est quelque chose qui concerne les adolescentes, qui ne prennent pas de pilule, etc. C'est pas vrai. L'âge moyen, c'est 29 ans, et nous, la plupart des femmes qu'on reçoit sont des femmes qui ont déjà une famille, qu'elles estiment complète. Et surtout aussi, il y a un truc intéressant, c'est que des raisons socio-économiques poussent aussi les femmes à avorter. C'est-à-dire une précarité au niveau de leur travail, une précarité de logement. Ça aussi, c'est une réalité. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que toutes ces causes font aussi que les femmes interrompent une grossesse, tout simplement. Même si peut-être, idéalement, elles auraient souhaité, je sais pas moi, un 3e, mais là, c'est trop compliqué dans la situation dans laquelle elles sont. Ouais. Avec aussi des femmes, Sylvie Leusberg, qui doivent aller aux Pays-Bas pour avorter parce que justement elles ont dépassé le délai légal qui est donc de 12 semaines en Belgique. Oui, donc ça concerne à peu près 500 femmes par an qui ont dépassé le délai, et on voit bien qu'en fait, souvent, elles ont dépassé de très peu le délai. Mais je voudrais revenir sur les raisons pour lesquelles les femmes demandent une IVG, et sur le fait que ce n'est plus obligatoire de dire la raison. En fait, ce n'est plus obligatoire, mais elles se livrent quand même. Oui. Hein. Elles ont quand même, parce que l'accueil permet ça, il y a donc ce qu'on appelle un pré-IVG, c'est un moment d'accueil, de discussion avec la femme pour voir où elle en est dans sa réflexion, dans sa décision, et elles ont besoin de dire pourquoi elles recourent à l'avortement, peut-être pour se déculpabiliser un petit peu, mais aussi parce que dans cet échange, il y a quelque chose qu'elles peuvent déposer sur, au fond, ce qui leur arrive dans leur vie de femme. Et la commission d'évaluation, c'est son rôle, c'est-à-dire c'est de voir un petit peu quels sont les contextes qui incitent une femme à ne pas poursuivre une grossesse. Et on a ajouté dernièrement précisément la question des violences à plusieurs endroits dans le formulaire pour que les accueillants soient sensibilisés à cette question, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des violences de couple, il y a de la coercition, ce qui peut être de la contrainte à
pousser la femme à avoir un enfant, parfois même en sabotant la contraception. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent aussi de renvoyer ça aux parlementaires quand on vient présenter les rapports tous les 2 ans, pour qu'ils prennent alors des mesures en fonction des éléments qui sont là pour mieux aider les femmes, mieux les accompagner et faire en sorte que, bien sûr, les problèmes socio-économiques et financiers, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas envie de faire plein d'enfants. C'est assez logique. Hein. Et Sylvie a raison. Moi, j'ai eu des histoires de patientes séquestrées par le conjoint pour pas qu'elles viennent à leur rendez-vous pour avorter. Ou d'autres femmes dont le compagnon avait traficoté la plaquette de pilules. C'est des choses qui arrivent. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. On met toujours la faute sur le dos des femmes, alors que c'est pas la réalité de ce qu'on voit, nous, en tout cas, sur le terrain. Et je parlais de ces femmes qui dépassent, qui le délai, et qu'on doit alors réorienter vers les Pays-Bas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une situation que vous rencontrez, que vous avez déjà rencontrée, que vous rencontrez régulièrement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec du coup souvent aussi une grande précarité. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que c'est souvent des patientes qui vont être en effet plus vulnérables, je dirais. Il y a de la précarité, il y a également des histoires de violence. Et c'est souvent des femmes pour qui débourser 1000, 1500 euros, si pas plus, pour avoir droit à un avortement à l'étranger, c'est très compliqué. Il y a quelques semaines, j'ai une fille de 15 ans qui, malheureusement, les Pays-Bas, c'était même pas possible. Elle a dû aller au Royaume-Uni. Elle était avec sa mère qui vit seule, précarité totale. Il y avait un peu d'économie. Toutes les économies sont parties pour pouvoir, en fait, aider la petite à ne pas garder cette grossesse-là. Cette petite et sa mère ne parlaient même pas anglais. Enfin, c'est des choses qu'on voit, en fait, nous, sur le terrain. Et qu'on dit à chaque fois, mais c'est pas grave, elles ont qu'à aller à l'étranger, on va pas légiférer pour ça. Mais je trouve que c'est malhonnête, en fait. Alors, un des freins aujourd'hui à l'avortement en Belgique, c'est la pénurie de médecins. Donc, il y a trop peu de médecins qui pratiquent l'avortement. Alors, j'ai envie de vous demander une question peut-être un peu personnelle, mais Maverick Dufresne, qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer des avortements, à travailler en planning? Effectivement, vous êtes médecin généraliste, donc c'est peut-être pas la voie la plus directe. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous investir dans les plannings? Alors moi, ça a été une rencontre, c'est-à-dire j'ai fait un stage avec une médecin qui pratiquait l'avortement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait l'avortement, puisqu'avant, moi, comme un peu tout le monde, je me disais oui, c'est un truc acquis, il y a assez de médecins, etc. Et c'est pas vrai. Donc moi, je pense que si on veut augmenter le nombre de médecins, il faut aussi favoriser ce genre de rencontres aussi dans le cursus, c'est-à-dire de pouvoir aller en planning, de pouvoir suivre des médecins qui pratiquent l'avortement. Et il faut savoir que c'est plus ou moins 80% des avortements qui sont réalisés par des généralistes en Belgique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Donc moi, je pense clairement l'occasion d'aller voir ce que c'est l'avortement sur le terrain et aussi finalement l'université, puisque moi, j'étais dans une université où on parle de l'avortement. Ce n'est pas le cas dans toutes les universités, ou en tout cas, on ne va pas en parler de la même façon. Et je pense que c'est également un frein, en tout cas, à la présence de médecins. Sans oublier qu'il y a aussi une pénurie de généralistes. Donc forcément, s'il y a déjà une pénurie de médecins généralistes, c'est compliqué aussi parfois de se dire un jour ou deux par semaine, je vais aller travailler en planning, puisque j'ai déjà une patientèle qui déborde, quoi. Oui. Alors que, vous me disiez en préparant l'émission, souvent les gens vous disent « Oh là, tu pratiques des avortements, ça doit être dur, ça doit être difficile. » Et en fait, vous leur dites non. C'est plutôt même quelque chose d'assez valorisant. Oui, c'est assez valorisant pour moi. Je trouve ça très riche intellectuellement, humainement. Je trouve ça très très enrichissant aussi de voir que les patientes viennent avec un souci et on leur donne de l'aide, on les aide à régler ce problème et elles sont très reconnaissantes. Et alors moi, ce que j'adore aussi, c'est cet échange aussi pluridisciplinaire avec des psychologues, avec des juristes, avec des assistantes sociales. C'est vraiment aussi une prise en charge globale et en plus, on ne le dit pas assez, mais en planning, on ne fait pas que des avortements. Moi, je fais du suivi de gynéco, je fais du suivi de ménopause, donc c'est hyper riche aussi intellectuellement au niveau médical. Sylvie Leusberg, il y a un rapport qui est sorti il y a 2 ans, en 2023. Il y a un comité d'experts qui a été chargé d'étudier, d'évaluer la pratique et la législation des IVG en Belgique. Il a rendu 25 recommandations. Il y a toute une série de recommandations qui concernent d'ailleurs la pénurie et la formation des médecins. Il y a une recommandation aussi sur étendre le délai légal pour avorter à 18 semaines. Il y avait un consensus sur 18 semaines. Considérer l'avortement comme un soin de santé. Aussi des recommandations par rapport à la Commission nationale d'évaluation pour développer finalement son rôle? Oui, parce que la commission, c'est une commission statistique. Donc il faut savoir que jusqu'il y a 6 ans, il y avait beaucoup de difficultés pour avoir des personnes membres de la commission parce que c'est beaucoup de travail. Bien sûr, ce n'est pas payé. Et
il y avait aussi, je dirais, une commission où il y avait les pros et les contre. Donc, comme ça, on ne s'est pas bien travaillé. Donc, quand j'ai pris la présidence il y a 6 ans maintenant, on a renouvelé vraiment les membres. Et tous les membres présents aujourd'hui sont des personnes quasiment qui pratiquent l'avortement. C'est dans les universités, dans les plannings, c'est des accueillants, des juristes qui sont spécialisés sur ces questions-là. Et donc, on a évidemment une expertise beaucoup plus fine pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il reste comme tâche aveugle ou comme chose qu'on ne comprend pas très bien parfois. Notamment, il y a des questions sur la confidentialité, il y a la question sur les médecins qui travaillent en planning, pourquoi il n'y en a pas assez, on ne les forme pas, ça c'est sûr, on ne les forme qu'à Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut décider les autres universités à le faire, mais aussi comment on peut revaloriser, parce que c'est pas très bien payé non plus. Donc c'est tous ces éléments-là, et au fond, on voit bien que entre le rapport d'experts, et je voudrais rappeler qu'il a été commandé par le gouvernement Vivaldi à la demande du CDNV qui voulait un consensus, et qu'il y a un consensus entre toutes les universités qui ont des facultés de médecine, dont la KU Leuven. Donc c'est déjà un compromis ce qu'il y a dans ce rapport, et que normalement le gouvernement aurait dû pouvoir poursuivre et faire voter le Parlement, ce qui n'a pas été le cas sous la Vivaldi, et malheureusement ça n'a pas l'air de se présenter sous ce gouvernement-ci non plus. Enfin, on ne sait jamais, il ne faut pas être trop pessimiste. Je pense qu'on peut pousser aussi les parlementaires à voter. Et en ce qui concerne la Commission, c'est d'avoir peut-être des accords avec des universités, d'autres, des sociologues, des statisticiens, parce que il y a vraiment, l'avortement, c'est un univers, un univers anthropologique, au niveau sociologique, au niveau médical bien sûr, au niveau juridique, même au niveau judiciaire. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de sortir d'une lutte idéologique pour être vraiment dans un travail beaucoup plus proche de la réalité, afin d'éclairer le législateur pour que la loi soit adéquate par rapport aux demandes du terrain, que ce soit les femmes ou les accueillants et les médecins. Oui. Et c'est vrai que le travail, par exemple, de formation des médecins, vous y travaillez au niveau de l'ULB. Aujourd'hui, il y a des vraies formations qui sont données là-dessus. Oui, donc en tout cas, moi, je m'occupe de la formation planning, c'est-à-dire on va former les médecins à travailler en planning familial, pas pour autant faire de l'IVG, mais en tout cas faire de la gynéco, du dépistage, du suivi, etc. Et puis, en collaboration avec le GACEPA, mais ce n'est pas moi vraiment qui m'en charge, mais l'ULB organise une formation qui forme forcément les médecins à la pratique de l'avortement. C'est une formation qui dure 2 ans, donc c'est quand même pas rien, c'est de l'investissement aussi. Ça a quand même assez de succès, mais on remarque quand même qu'à la fin, il n'y a pas beaucoup, mais parce que je pense que c'est toujours une question de temps aussi, et c'est pas facile, d'investissement. Alors, je vous propose qu'on regarde une petite capsule qui a été réalisée par la plateforme Abortion Right, donc qui regroupe toute une série d'associations, dont le Centre d'action laïque. C'est une capsule qui a été réalisée à l'occasion des 35 ans de la loi et qui sera diffusée un peu partout à partir du 3 avril. On la regarde. Comme si nous, les femmes, on était incapables de réfléchir par nous-mêmes, incapables de prendre une décision qui nous concernait. Je ne comprends pas trop pourquoi se battre, militer encore pour le droit à l'avortement en Belgique. C'est un combat qui est gagné depuis 1990, non ? Oui, à l'époque, tu as raison. On pensait avoir gagné, mais on s'est très vite rendu compte qu'on devrait se plier à des règles absurdes. Bon, par exemple, le délai de 12 semaines maximum pour pouvoir avorter. C'était insuffisant pour énormément de femmes, ce qui forçait des centaines de femmes chaque année à partir avorter aux Pays-Bas. Et puis celles qui n'avaient pas les moyens, elles n'avaient qu'à subir une grossesse non désirée. Ou alors recourir à d'autres moyens sanctionnables, et parfois au péril de leur vie. Et puis alors, il y avait la période de réflexion obligatoire de 6 jours entre la première consultation et l'intervention. Comme si nous, les femmes, on était incapables de réfléchir par nous-mêmes, incapables de prendre une décision qui nous concernait. Alors, le rappel à l'ordre éternel, vous savez qu'il existe d'autres solutions. Est-ce que vous avez pensé à l'adoption ? Comme si on n'y avait jamais réfléchi, tu vois. Nos choix étaient remis en question encore et encore. Et si toutes les conditions n'étaient pas rassemblées, alors c'était la peur. Pour les femmes
et pour les soignantes et pour les soignants, parce qu'on risquait 1 an de prison et des amendes. Et puis la honte. Tu vois, comme si on avait commis une faute très grave. Tout ça parce qu'en fin de compte, on voulait être libre. Aujourd'hui, en 2025, on voudrait vous dire que tout cela a changé. Que l'avortement n'est plus soumis à des sanctions pénales. Que notre autonomie, notre intégrité et notre droit à la santé sont enfin respectés. Mais non, dans les faits, rien n'a changé. Sylvie Losberg, une réaction sur les sanctions pénales. Elles existent toujours aujourd'hui, c'est important de le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler parce que souvent, quand on en parle, d'abord les personnes ne sont pas au courant et ensuite on nous dit « oui, mais enfin, on ne poursuit plus ». Il faut être très vigilant parce qu'on l'a vu dans les années 80, il y a des médecins qui ont été condamnés alors que ça se passait depuis plusieurs années, ça se passait très bien. Mais là, il faut faire appliquer la loi. La loi doit être appliquée. Ça ne va pas un pays dans lequel on a une loi et qu'on ne l'applique pas parce qu'on trouve qu'en fait, il ne faut pas l'appliquer. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et il faut faire attention aussi qu'avec la droitisation en Europe, les pressions, les lobbies, etc., on a... En Belgique aussi, il ne faut pas l'ignorer, des pressions pour recriminaliser l'avortement et des groupes qui sont prêts à pousser le parquet à poursuivre. Et donc, il faut vraiment se dire que c'est une nécessité de supprimer ces sanctions et c'est une nécessité de faire en sorte que ce soit une loi de santé qui tienne compte de ce que les médecins demandent. Oui, une loi de santé. Une dernière réaction, Maverick Dufresne, on a parlé pas mal de difficultés, mais il faut rappeler qu'effectivement, en planning, quand on est bien accueilli dans la plupart des plannings, il y a vraiment un accueil bienveillant. Et c'est important de le rappeler pour les femmes qui nous écouteraient. Pour nous, c'est hyper important d'accueillir les femmes de façon non jugeante. On n'est pas là pour estimer qu'elle a raison d'avorter ou pas. Voilà. On accueille simplement la demande, on écoute surtout, et on essaye d'être hyper bienveillant pour qu'elle soit... un peu chouchouté. Vraiment, c'est un truc pour nous, c'est hyper important. Et je rappelle, l'avortement, c'est vachement accessible d'un point de vue planning, mais aussi d'un point de vue financier. C'est maximum 4,50 €. Voilà, donc ça, c'est important aussi à rappeler. C'est pas quelque chose, si en ordre de mutuelle, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Et ça, on a beaucoup de chance en Belgique. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des difficultés, mais il faut dire aussi quand les choses qui fonctionnent. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce point. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous renvoie vers la plateforme Abortion Wide si vous voulez avoir des informations sur ce sujet. Et je vous souhaite une bonne journée.